15 septembre 1985. Vision. Maintenant, je comprends. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, j'avais noté un bout de vision sans très bien comprendre. J'étais sur une balançoire et je faisais beaucoup d'efforts pour me jeter en avant et naturellement je revenais en arrière. Et il y avait une panthère qui m'attendait au bas de la balançoire. Si on hésite et se balance, on est bouffé par la panthère ou on a un infarctus du myocarde. Cette nouvelle conscience vous explique toutes les situations. Point d'exclamation entre parenthèses. Après-midi. Il n'y a pas de doute que c'est une espèce de supplice, comme cet oisillon dans le moyeu de la roue. Soir. Un jour, ce sera autrement. Ce sera un autre système, sans toutes ses peines et ses douleurs. Toute cette vie-là laisse des traces. Ce sera la vie, V majuscule, sans traces. Le premier geste de la conscience lorsqu'elle s'éveille, ou pour s'éveiller, c'est de se cogner. Puis elle se souvient de ses coups. Tout le système est fait pour ne pas se cogner. Alors on fait une prison avec toutes les traces de coups pour ne pas se cogner encore. Point d'exclamation entre parenthèses. C'est la toile d'araignée, barbelée. Observer égale observer tout ce qui va mal. Percevoir égale percevoir tout ce qui va mal. Tout le reste coule. C'est cet appareil malheureux qui doit changer. Le premier pas évolutif de la conscience, c'est de s'apercevoir qu'on existe. C'est-à-dire s'apercevoir que les coups existent pour quelqu'un. Puis ça se codifie. Nous sommes là pour décodifier 4 milliards d'années de matière malheureuse. Sacré propos. Article de journal. Nixon visite le Pakistan. Islamabad, 15 septembre. L'ancien président des États-Unis, Mr. Richard Nixon, arrivera ici lundi pour une visite de 2 jours. Pendant son séjour au Pakistan, il visitera exactement Peshawar et Lahore avant de s'envoler pour la Turquie. Nuit du 16-17 septembre. Vision. Il y a une force ou un être qui veut absolument me tuer. Cette nuit, il, entre guillemets, était là, sans forme reconnaissable, et je me débattais, c'était long. Puis à la fin, il a enfoncé un doigt dans mon cerveau, juste à l'endroit où j'avais été attaqué la dernière fois, dans l'occiput, du côté droit, et je hurlais, j'appelais mère, et finalement Sujata est venue. C'était vers minuit. Ce matin, je suis tout disloqué, plus une lettre de Luc. Tout est très acharné et fragile. Réponse à Luc. Ce n'est pas avec des raisons que l'on progresse, mais avec un certain nombre de torts. Après le déjeuner, j'ai dormi un peu et j'ai été réveillé par une très forte apnée qui m'a donné un coup. Mais il me semble avoir entendu, juste au moment où j'ai été tiré du repos. La démolition du voile. 2 points d'interrogation. J'ai tellement mal dans les jambes. Soir. L'ennemi est en train de tout déchirer. Après Mers et après Auroville, c'est le tour de l'Institut. Qu'est-ce qui restera debout? Pour tout, il faut pouvoir dire « c'est toi qui viens me délivrer ». Alors l'ennemi perd ses griffes, mais pas nécessairement ses névralgies. 19 septembre 1985.
C'est très difficile de savoir si l'on ne va pas à la démolition complète de tout ce réseau nerveux ou à l'autre chose. Les barbelés sont très convaincants. Je persiste. De deux choses l'une. Ou bien c'est un sperle, ou bien c'est une réalité. Je persiste à croire que c'est une fausse réalité en dépit de toutes ces griffes. La réalité est divine. Tout le reste est mensonge. Soir. Un jour, on regardera cela comme l'histoire des ichthyosaures. 3 secondes de perte de mémoire et puis les millénaires passent comme du vent. C'est un peu effrayant. Ces 62 ans ont passé comme du vent. Reste une crête intense. Ô Seigneur, tu consoles le chagrin du petit. Qu'est-ce qui fait que l'on s'aperçoit de toutes les misères, mais pas de la seule réalité? Il semble que cette première gélatine de la vie, cette première bulle de protoplasme, ait été bâtie ainsi. Ouvrez les guillemets, il faut apprendre le malheur de la vie, il faut apprendre les malheurs, tous les malheurs, il faut apprendre. Fermez les guillemets. C'est triste. C'est ce maléfice-là. Puis il y a eu les 10 commandements de Dieu et les 20 000 commandements de la médecine. 21 septembre 1985. Le plomb fondu devient de plus en plus solide, une masse solide. Comment est-ce possible? C'est presque insupportable. Cela devient de la mécanique pure. Ça ne peut pas durer indéfiniment comme ça. Ça durera ce que tu voudras. Les épaules, le cou, les jambes sont tout meurtris. Ce sont les 3 points difficiles. Ça fait 2 épaules et ça fait 2 jambes. Cette quadruple combinaison fait une conjonction pénible. Soir. Je me souviens de ce qu'il est dit dans le Rig Veda. The red glowing mass, c'est moi qui souligne, of him is seen. A great God has been delivered out of the darkness. 5, 1, 2. La masse rouge incandescente de lui a été vue. Un grand Dieu a été délivré de l'obscurité. Là, seulement là, il n'y a rien à voir, entre guillemets. Cette masse passe à travers le corps et elle vient de dessous les pieds. Et elle vous donne même une sciatique au passage. Je ne sais pas non plus si c'est red glowing, rouge incandescent. Cela me donne plutôt une sensation bleu saphir. Ah, mais je n'en sais rien, sinon que c'est lourd comme du plomb. Je ne suis plus descendu dans la forêt depuis le 26 août. Nuit du 22-23 septembre, vision. L'énorme vague brune déferlante, plusieurs centaines de mètres comme une montagne. Si je peux tenir jusqu'au 12 décembre, 26 septembre 1985. À chaque niveau, il faut revivre le prolongement de tous les autres niveaux. Ce prolongement est d'autant plus intense et serré, condensé, si bien que dans le physique est la racine pure de tous les autres niveaux, le nœud central. C'est à cette frontière que quelque chose, que nous appelons la vie, a enfoncé ses racines dans la matière et s'est changé en mort. Il y a une racine du malheur. C'est là que doit se trouver la guérison. Je comprends pourquoi la puissance atomique. Mais ce doit être encore la couverture ou l'écorce d'autre chose. Il y a une écorce sur quelque chose, entre guillemets. Ce que j'appelle écorce,
c'est peut-être les barbelés mêmes du camp de concentration humain. Ça devient très serré. Ma prière la plus intense, un autre principe de vie sur la terre. Alors comme je comprends Sri Aurobindo, une révolte contre la nature universelle tout entière. Nuit du 26-27 septembre 1985, vision. Encore rencontré Gorbatchev cette nuit. Mais c'était très personnel, entre guillemets, et j'étais frappée par ce contact si chaleureux. Il voulait savoir ma vie personnelle et me demandait même de lui écrire une note biographique. Je commençais à avoir mal à la tête. Puis il m'a parlé de sa vie personnelle, de la première phase de sa vie, et me montrait des livres qui l'avaient intéressé. Mais encore une fois, il y avait quelqu'un comme son père, entre guillemets, derrière lui, qui lui faisait signe de ne pas me montrer certaines choses. Finalement, je me suis réveillée parce que j'avais mal à la tête. Mais j'étais frappée par ce contact chaleureux et tout à fait personnel. Il faut arriver jusqu'à la racine du malheur, M majuscule, pour l'exorciser sur place. L'exorciser ou le retourner. Ça ne se fait pas à distance, ça se fait en plein dedans. Je présume qu'à chacun, il est donné un malheur spécial qui est son instrument de travail, son instrument de fouille, pourrait-on dire, comme les archéologues en Afghanistan à la recherche des têtes gréco-bouddhiques, point d'exclamation. Mais c'est plus vieux que les Grecs et le Bouddha. Je pense à l'Ananké des Grecs ou au Nirvana du Bouddha. C'est drôle ou pas drôle, comme ils ont tous esquivé le problème. Et le Christ n'a pas exorcisé le malheur, il l'a consacré. Quant à la science, elle met un peu d'aspirine sur l'Ananké, ce qui n'est pas à dédaigner. Après-midi. C'est vraiment une puissance nouvelle, formidable, qui jaillit du fond de la matière, de ces milliards de cellules simultanément, comme à travers un treillis très fin ou un tamis très fin. On se demande comment tout ne saute pas. Et c'est irrésistible, formidablement impérieux. Et tout le corps sent que c'est divin, que c'est le divin, le nouveau divin. Quelque chose a la sensation que c'est de l'amour en majuscule condensé, hyper concentré, mais c'est trop formidable pour comprendre, entre guillemets, que c'est de l'amour. Il n'y a que le corps qui peut supporter. Ça, si les sentiments s'en mêlaient, on éclaterait d'émotion. PS. Le système nerveux a l'air de supporter mieux la charge ou de la laisser passer mieux, mais je n'ose rien dire encore. 28 septembre 1985. Toujours cette sensation de passer à travers quelque chose ou que le corps passe à travers quelque chose. Et ce quelque chose donne la sensation d'un réseau ou d'un treillis très très fin. On peut dire aussi une toile d'araignée ou des barbelés, figurativement. Ou bien est-ce la vie nouvelle, la puissance nouvelle qui passe à travers le réseau du corps? Je ne sais pas. On ne sait pas dans quel sens ça fonctionne. Note de bas de page. Je pense tout à coup amer. Comme si les cellules étaient projetées de force dans un monde inconnu. C'est peut-être cela. C'est tout à fait de force, comme si on était extirpé. Mais dans quel sens cela fonctionne-t-il? Est-ce que ce sont les cellules qui passent de force à travers ce réseau de barbelés, qui sont projetées en dehors du camp de concentration dans un monde libre, ou bien est-ce que c'est la vie nouvelle qui envahit le vieux réseau et extirpe tous les éléments mortels ou force son chemin à travers la barrière de la vieille vie? On ne sait pas. J'ai l'impression que mon image des camps et des barbelés et d'un monde libre est plus conforme à la réalité. On est extirpé
dans un monde matériel libre, en lettres capitales, et inconnu. Que dirait le premier amphibien? Et cette formidable densité de plomb fondu, c'est vraiment de la mécanique pure. Et ça passe par lentes vagues, comme de la lave à travers une cheminée de volcan, ou d'innombrables micro-cheminées. Soit, depuis la nuit du 12-13 septembre, j'ai eu une série de visions bizarres que je ne comprends pas du tout, mais qui doivent être l'explication du processus en cours. Pour l'instant, l'explication, entre guillemets, est bouchée. Mais un jour, probablement, tout tombera en place, comme les morceaux d'un puzzle. Et tout sera clair et tiendra en une seule phrase. Seulement, les nuits de 12-13 et du 23-24, c'était les nuits du 12-13, du 23-24 et cette nuit du 27-28. On dira, mais oui, bien sûr, c'est la suite des mammifères. Ben voyons. Les porteurs du soleil bleu. Sacré mamelle. 29 septembre 1985. J'ai une sorte d'impression ou de sensation que la racine de douleur est partie. C'est très bizarre. C'est le centre même de la vie humaine, le centre, comme on parle du centre de la Terre, un centre interne et géologique ou humanologique. Sait-on jamais? On pourrait dire que c'est une certaine façon de mourir qui est partie. Il y en a beaucoup. Mais il semble que ce soit une façon très centrale. Je continue de voir des choses bizarres et si inexplicables. Et pourtant, je sais que ça a un sens. Ça doit être le langage visuel de l'avenir, un croisement des hiéroglyphes et de Tintin vu par un humoriste omniscient. C'est un langage non mental qui s'adresse à une première conscience de la matière. En quelque sorte, c'est pour les écoliers de l'avenir. L'écolier est un peu bouché. Tiens, c'est peut-être cela que Mère appelait une conscience d'en bas avec des yeux d'en haut. Exactement. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la matière qui sait mieux que mes circonvolutions occidentalisées. J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose en moi qui savait mieux que moi. Ce quelque chose qui sait mieux que moi, je me demande si ce n'est pas la conscience des cellules, ce que Mère appelait le mental des cellules. 30 septembre 1985, j'ai l'impression qu'une formation nouvelle sur la Terre est en train de se matérialiser. Je pourrais tout de même essayer de dire ces visions bizarres telles que je les ai vues sans compréhension. Peut-être quelque écolier moins bouché que moi comprendra mieux. Ce sont vraiment comme des charades. Vision. 1. Nuit du 12-13 septembre. Je voyais ou on me montrait une grande carte, comme une carte de géographie en noir et blanc, qui représentait, semblait-il, une île. Cette île était toute hachurée, c'est-à-dire couverte de fins traits entrecroisés, comme l'on fait pour représenter les reliefs dans une carte. Elle avait une forme quasi circulaire, comme pourrait l'être l'île principale de Tahiti, et ses côtes étaient toutes dentelées. On me présentait cette carte comme un tableau, qui pourrait avoir 40 cm de large sur 30 cm de long, et tout d'un coup, je me suis vu arracher ou décoller à deux mains une sorte de papier collant transparent qui recouvrait toute la carte. C'était si inattendu et bizarre. J'empoignais ce tableau à deux mains et j'arrachais le collant transparent. Plus exactement, je commençais à arracher ce collant.
Était-ce vraiment une île? Cela pouvait être aussi une toile d'araignée avec son réseau finement entrecroisé. Je n'en sais rien. Le fait important est qu'il y avait une invisible couche transparente qui recouvrait la chose et que j'arrachais à pleine main. C'était tout à fait subite. 2. Nuit du 23-24 septembre. J'étais quelque part dans le monde de Sri Aurobindo, semblait-il, et je voulais seulement poser une question à Sri Aurobindo. J'y tenais beaucoup, c'était très important pour moi. C'était une question sur le physique. Quelle question exactement, je n'en sais rien. Mais ce qui préoccupe ma conscience matérielle, c'est évidemment quelle est la nature de ce physique. Est-ce qu'il peut faire la transition? Qu'est-ce qu'on peut faire de ce truc-là? Cela, c'est ma conscience matérielle extérieure qui se le demande beaucoup. Et je demandais à quelqu'un de poser cette question pour moi à Sri Aurobindo. Je me doute que ce quelqu'un doit être mon moi supérieur ou mon double supérieur. Moi, dans ces cas-là, c'est toujours l'ouvrier qui fait les choses sans très bien comprendre, mais qui voudrait bien faire les choses et ne pas gâcher le travail. Donc, l'ouvrier demandait à l'autre de poser à Sri Aurobindo cette question sur le physique qui le préoccupait beaucoup. C'était la première image ou le premier tableau de la vision. Puis, instantanément, il y a eu un deuxième tableau qui, je le suppose, devait être la réponse, entre guillemets, à ma question. Une réponse en langage visuel imagé. Je me suis vu soudain dans ma salle de bain, celle que j'occupe ici dans ce monde matériel, et sur le rebord de mon lavabo, il y avait un dentier avec 4 fausses dents. Que l'on m'excuse, mais c'est le dentier que je porte d'habitude par la grâce des temps qui courent. Point d'exclamation entre parenthèses. Si je ne suis pas complètement bouché, ce dentier représente un faux physique. Mais s'il y a un faux physique, c'est qu'il doit y en avoir un vrai. Logique. Est-ce que ce corps que je porte est un faux physique? Et je me demande tout d'un coup s'il n'y a pas une couche transparente, invisible, qui me sépare du vrai physique ou recouvre mon physique actuel et le sépare du vrai physique. L'arrachage de cette couche invisible serait le processus actuel, mais je n'en sais rien. Puis, il y a eu un troisième tableau qui a suivi instantanément ce deuxième tableau dans ma salle de bain. Je cherchais Sri Aurobindo, probablement pour lui demander obstinément ma question sur le physique, parce que l'ouvrier ne comprenait rien à ce que ce dentier venait faire là-dedans. J'ouvrais une porte et je pensais trouver Sri Aurobindo là, mais il n'y avait personne. Puis j'ai ouvert au hasard une autre porte, et j'ai été tout surpris de voir Sri Aurobindo là où je ne m'y attendais pas. Je ne peux pas dire ce qu'était cette chambre, mais elle me semblait bleue, un sol bleu, et Sri Aurobindo était allongé par terre. L'image s'est arrêtée là. Le fait important et frappant est que je trouvais Sri Aurobindo là où je ne m'y attendais pas. Et ça devait probablement être encore une autre réponse à ma question sur le physique. Le vrai physique ne serait pas là où je le pense, point d'interrogation entre parenthèses. J'étais surpris de voir Sri Aurobindo là. Peut-être que l'ouvrier s'imagine que le vrai physique, la vraie matière, le monde nouveau est ailleurs, et en fait il serait là, de l'autre côté d'une couche transparente. Je n'en sais rien, je suis un peu bouché, peut-être que l'on me débouche justement. 3. Nuit du 27-28 septembre. L'araignée de feu. J'étais quelque part. Il y avait un mur tout blanc, et tout d'un coup j'ai vu quelque chose qui s'enfuyait à toute vitesse en grimpant le long du mur. C'était une grosse araignée, grosse comme ma main, genre tarentule. Et alors elle était toute orange feu, comme si elle était faite de feu. Elle a grimpé jusqu'au plafond, et elle est retombée par terre. Elle traînait avec elle comme les débris d'une toile d'araignée ou quelques morceaux d'une toile qui avait cette même couleur orange feu. Et il émanait de cette bête une odeur nauséabonde, une puanteur vraiment,
comme si elle sortait de l'égout. Elle est retombée par terre, près de mes pieds. J'étais chaussée de mes sandales de bois qui ont un fond orange et une lanière blanche. Et alors j'ai posé le pied, ou voulu poser le pied, sur cette bête de feu. Elle a levé en l'air un doigt, ou une patte, menaçante ou suppliante, je ne sais pas. Et ce doigt, ou cette patte, était toute noire et grosse comme un cigarillo. J'ai posé le pied sur la bête et l'ai écrasée, sans être tout à fait sûr de l'avoir tuée, car l'image s'est arrêtée là. Or, je me souviens qu'il y a des mois, j'étais allée dans l'antre de l'araignée et j'avais vu cette grosse tarentule noire avec le bout des pattes oranges en italique. C'était l'époque où j'étais en plein dans les horreurs du subconscient vital. Si je ne suis pas complètement bouchée, cela voudrait dire que l'araignée noire s'est tout entière changée en araignée de feu et qu'elle a fini sa mission sordide et horrible et qu'elle est sortie de son trou. Et je l'écrase. Ce qui est curieux, c'est que le lendemain ou quelques jours après cette vision, j'ai eu l'impression ou la sensation que cette racine de douleur était partie, comme si ce qui fait le centre de la vie humaine, son centre douloureux et mortel, était parti, comme un centre de l'horreur, celle qui tisse tous les malheurs humains, la super joueuse d'échecs qui embobine tout et vous déglutit dans sa toile. Je ne sais pas, c'est encore à voir. Mais ces trois visions semblent avoir une séquence logique, bien que la logique m'échappe encore un peu. Il y a eu une dernière vision, qui est peut-être la conclusion des trois premières. 4. Nuit du 28-29 septembre. 2 tableaux qui se suivaient. D'abord, j'étais quelque part avec mère et elle me disait, si j'ai retenu clairement ses paroles, « Il faut laisser le corps mourir lentement ». Puis elle ajoutait, avec son rire si merveilleux, si cristallin, c'est ce que j'ai retenu le mieux, « Je me souviens encore comment on a jeté le mien. » Et elle faisait un petit geste brusque, comme on jette quelque chose dans un trou par terre, et elle riait comme si c'était amusant. Puis subitement, je ne sais pas si c'était la suite du premier tableau, mais ça venait comme un enchaînement, je voyais mère assise, ou debout, je n'en sais rien, sur une espèce de couverture bleu foncé, et elle a laissé tomber quelque chose. Je me suis précipitée pour ramasser ce quelque chose, j'ai tiré un peu la couverture, et dans les plis de la couverture, j'ai vu, avec une sorte de surprise, un dé à coudre en argent. Je ne sais pas pourquoi ce dé à coudre me frappait et me surprenait. C'était le « fait » en italique important. L'écolier se demande si mère n'est pas en train de coudre le nouveau manteau. Voilà mes 4 énigmes ou mes 4 charades. J'ai l'impression qu'il y a une suite logique, entre guillemets, dans ces 4 énigmes. Mais j'ai remarqué que l'explication de ces visions-là vient souvent longtemps après, ça vient dans les faits. C'est une sorte de prévoyance. On voit d'avance ce qui est en train de se faire.